Allons-y. OK. So, aujourd'hui, la leçon qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une nouvelle unité. L'unité 3, ça va être celui du siècle des Lumières et de la Révolution française. OK? On va commencer d'abord avec le siècle des Lumières. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu cette expression-là? Siècle des Lumières. Est-ce que vous avez peut-être déjà entendu le terme anglophone? The Age of Enlightenment? Peut-être. OK. OK, so, j'aime que tu dis, Étienne, les grands penseurs. So, tu me dis qu'ils reviennent sur quoi? Sur les anciennes philosophies avec des modifications. C'est ça que tu dis? OK. Mais vous allez réaliser un peu comme modification. Vous allez réaliser un peu que l'histoire a fait ça, hein? En haut, en bas, en haut, en bas. Puis c'est genre comme on a vu avant la Renaissance, qu'est-ce qui arrivait? L'Église renaît. On était vraiment comme dans les pétrins, là, OK? On n'était pas heureux comme humanité, comme peuple, on n'était pas heureux. La Renaissance arrive, qu'est-ce qui arrive? Oh, on commence à découvrir des choses. On commence à avoir genre une résurgence de l'humanité. OK? On commence à se redécouvrir. L'absolutisme arrive. Qu'est-ce qui arrive? Pow! On recrash. OK, à nouveau. L'humanité connaît un autre, si vous permettez l'anglicisme, un autre downfall. L'absolutisme, c'était pas nécessairement aussi mauvais que ce qu'on avait avant la Renaissance. C'était pas comme le Moyen-Orient, mais c'était pas nécessairement aussi bon que ce qu'on avait dans la Renaissance. Et maintenant, avec le siècle des Lumières, on recommence à repogner un autre genre de Renaissance. Okay? Mais là, c'est plus, comme Étienne a dit, lui a dit philosophique. Okay? Une façon de penser. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à la tête quand vous pensez au siècle des Lumières? Le siècle des Lumières, qu'est-ce qui pourrait peut-être te venir à la tête? Lumière, OK. Le siècle des Lumières va se dérouler entre les années 1700 et 1800. On commence à voir, là, on a fait 1500 à 1600, 1600 à 1700, 1700 à 1800. Adam devine, ça va être quoi le prochain unité? Exactement, 1800 à 1900. OK. So, pour juste vous résumer qu'est-ce que c'est comme Étienne a dit. C'est très, très philosophique. Ce qui veut dire on va voir des philosophes. Okay? Ça va être une unité du qu'on va voir des gens et comment est-ce qu'ils pensaient. Essentiellement, c'est qu'on croit qu'il est possible d'expliquer tout par la raison et la science. Okay? So, on a vu Newton pendant l'époque de l'absolutisme. Ça chevauche un peu. Okay? Il va y avoir des penseurs qu'on a déjà vus, qu'on va revoir plus en détail. Ça chevauche un peu. Pareil comme on regardait la France quand on disait Henri IV avec l'absolutisme, ça chevauchait un peu la Renaissance et l'absolutisme. So, on dit ici que la plupart des choses, on devrait être capable de raisonner ou il doit y avoir une raison pourquoi que ça existe, on devrait être capable de l'expliquer. OK? So, ça, cette mentalité-là, est-ce que ça va bien avec l'Église catholique? Non, si je peux expliquer quelque chose, ben, c'est quoi le point d'avoir un Dieu? Dieu était supposé être la raison. Là, je peux trouver une raison exacte pourquoi que ça arrive. Okay? Les grands penseurs vont commencer à découvrir ça. Puis, on veut, genre, commencer à appliquer ceci à tous les aspects de la vie. Par tous les aspects de la vie, je veux dire, genre, pas juste les sciences. Okay? Il a fait les lois du mouvement, mais on disait comment est-ce qu'on peut appliquer ce que Newton connaît à d'autres choses, comme l'économie, comme la géographie. T'sais, on appelle ça les sciences sociales. C'est pas pour aucune raison. Okay? C'est qu'on essayait de chercher une application des sciences au monde social. Okay? Un des nouveaux termes ou des nouveaux groupes que vous allez rencontrer, c'est les déistes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça avant, déisme? En anglais, deism. Les déistes, c'est pas nécessairement un secte ou une religion, mais ça l'est en même temps. Okay? Les autres, ils disent comme Dieu existe. Ils disent Dieu a créé tout ce qu'on a aujourd'hui, mais Dieu a genre, après qu'il nous a créé, il a dit OK, go. Ouais, ayez du fun. Okay? C'est pour ça que les autres, ils disent comme genre, c'est l'horloge qui était le signe des déistes. Tu sais comment qu'une horloge, comme, premièrement, à l'époque, c'était super compliqué, une horloge, là? C'était comme des engrenages, tout le monde était comme, oh man, comment ça fonctionne?
Ben, la manière de la partir, souvent, c'est que tu tirais sur un bord, clic, puis là, ça faisait clic, clic, puis là, ça y allait. Tu faisais rien qui donnait le go. Ou tu la tassais sur un bord, puis là, la pendule va commencer à swinger. C'est ça qui va faire tes secondes. Le même concept. On disait Dieu a créé tout, a parti l'horloge, puis là, il a pris un recul, puis il a dit OK, allez-y. Ça, c'est leur mentalité des déistes. Qui n'est pas fou. Mais quand ils disent ça, ils arrêtent de croire dans la providence. C'est quoi la providence? On l'a vu à la Renaissance. OK, Dieu est la raison de tout. Ce qui veut dire qu'on avait donné un terme qu'on connaît aujourd'hui qui est semblable à ça. Ça commence par un K. Le karma. On dit la providence, c'est genre si j'ai fait quelque chose parce que j'étais méchant. Right? Si quelque chose de méchant est arrivé, là, il doit avoir fait quelque chose, lui. Eux autres ne croient pas là-dedans parce qu'ils disent Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu a parti l'horloge, puis c'est juste, c'est arrivé parce que c'est arrivé. Il n'y a pas de raison exacte. Puis, comme j'ai mentionné, il n'y a pas nécessairement une église. Puis eux autres, ils croient dans le progrès. Encore une fois, ils sont comme les autres. Vous allez voir, ça revient souvent. Ils veulent appliquer les lois de mouvement à tout. Ça veut dire, OK, je peux appliquer les lois de mouvement à ma religion. Je peux appliquer les lois de mouvement à tout ce qui est scientifique. Là, je veux chercher d'autres façons de l'appliquer à la philosophie, à la sociologie, etc. Le premier gars qu'on va revoir, puis on l'a vu, lui, c'est Adam qui l'a fait, John Locke. Okay? Puis on a mentionné qu'il y avait une petite relation entre lui et le personnage de Lost. En passant, Kaylin, est-ce que tu es venu à bout de finir Lost? Non. T'as pas de temps. Ben, tu vas avoir encore moins de temps à l'université, je ne vais pas te décourager. Bon, cet été. Ouais, moi je suis pareil. Les saisons, faut que je me tienne à date. Genre, je déteste des spoilers. Là. Bon, dans un des documents, puis celle-là, on l'a vu ensemble, OK? John Locke a dit dans la nature, l'homme est bon. Qui est-ce qui dit le contraire de ça, que l'homme est bon dans la nature? Il y a un autre philosophe. OK, Machiavel, oui, avait genre dit que, ben, oui, c'est vrai, il disait que le peuple était pas nécessairement, tout le monde était croche. Mais on a un politicien qui a écrit un livre, un politicien, un philosophe qui a écrit un livre qui disait que l'homme dans la nature est fou puis il va avoir l'anarchie. Oui, OK. Là, vous avez vos tests devant vous, Adam. Thomas Hobbes. OK? Lui, il dit le contraire de Hobbes. Lui, il dit dans la nature, tu sais quoi? Non, l'homme est bon dans la nature. L'homme n'est pas méchant. Puis lui, il dit que le leader, il est là pour protéger les droits de l'homme. Tandis que Hobbes disait que le leader est là pour s'assurer qu'on ne revient pas fou puis on se tue. OK? So, lui, c'était comme un petit peu comme genre, non, le leader, il est là pour s'assurer qu'on a trois droits naturels qui sont protégés. La vie, la liberté et la propriété. Est-ce que vous avez déjà vu ces trois choses-là en quelque part dans un autre cours? Non, la citoyenneté, ces trois choses-là sont là dans quoi? C'est ça. Puis ça, c'est tout dans notre charte des droits et libertés du Canada. Okay? So, vous allez voir beaucoup de choses qu'on connaît dans cette unité ici. Parce que le Canada, on est un pays qui a vécu le siècle des Lumières. Là. Dans les années 1700-1800, on est en train de se découvrir en tant que peuple, nous autres aussi. Lui, qui a fait une dissertation qui c'était pour comprendre la nature humaine, okay, qui a écrit. Dans cette dissertation-là, il a étudié comment est-ce que le cerveau humain apprend. Lui, il en était un des premiers à dire la pédagogie, ça n'existe pas parce qu'on ne comprend même pas comment est-ce que quelqu'un apprend. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'enseigner. Tout le monde apprend différemment. Donc, peu importe les modifications que tu fais, tu vas nuire à quelqu'un, tu vas faire du bien à quelqu'un. C'était ça sa mentalité. Exactement. Puis lui, il dit que l'environnement joue un rôle, puis que tu es né avec une ardoise vierge. C'est quoi une ardoise vierge? OK. Avez-vous déjà entendu un terme anglophone pour ardoise vierge? Il a dit c'est comme un tableau. Le tableau, il est là. C'est pas loin. Blank slate.
C'est ça, une ardoise vierge. OK? Il dit tout le monde, on est né avec une ardoise vierge. T'es né là, t'es pas mauvais, t'es pas bon, t'es né. OK? So, là, c'est pas une philosophe, là, mais il y a une femme qui a dit contrairement à ça. Une chanson bien récente qui est sortie, qui dit qu'on n'est pas né avec une ardoise vierge. Elle a dit qu'on est né de la façon, on est la façon qu'on est né. Lady Gaga, OK? So John Locke est en train de dire non, Lady Gaga, tu sais pas de quoi tu parles. T'es pas de même parce que t'es né de même. T'es de même parce que ton environnement a modifié la façon que tu es. Tout, qui est absolument vrai. Tout ce qu'on a aujourd'hui, la façon qu'on agit, qui on est. Yeah. À l'école, on regarde, quand on était plus jeune, il y avait des petits qui étaient plus prônes à taxer que d'autres. OK? Puis là, mettons que c'était un enfant qui s'est fait dire à la maison que c'était correct. Son environnement était pour ça. C'est ça. On ne peut pas dire que le jeune est né quelqu'un qui sacre. Il a appris à sacrer par ses parents. Quand il arrive à l'école, on a un autre environnement. C'est comme un gros choc pour l'enfant. D'où ce qu'on apprend, non, c'est pas correct de faire ça. Ou c'est correct de le faire à la maison, mais c'est pas correct de le faire chez vous. Donc, l'enfant va commencer à apprendre. Puis vous autres aussi, vous apprenez quel comportement est correct à quel endroit, right? Les enseignants, on n'agit pas pareil à l'école qu'on agit à la maison. Pareil pour les élèves. On s'attend à un certain standard de professionnalisme chez les élèves. Ce que vous faites à l'extérieur de l'école, ça ne nous regarde pas. C'était la mentalité de John Locke, mais il y a aussi des cas qu'on pourrait dire que ce n'est pas exactement vrai. Comme, y a-t-il un exemple de qu'on est né de même, il n'y a rien qu'on peut faire? Oui, l'homosexualité. Je ne crois pas que l'environnement va faire un homosexuel de toi. Ça, j'ai de la difficulté à croire. Oui, c'est vrai. Ouais, sur droitier gaucher, c'est un exemple, mais oui, ça s'apprend. Pareil, les homosexuels, apparemment, il y a certains groupes religieux qui croient qu'ils sont capables de corriger ça. J'ai de la difficulté à croire ça, mais il y a des gens qui pensent que l'environnement peut changer les mentalités, mais l'homosexualité, race, gaucher, droitier, c'est des exemples de choses que tu es né de même. Okay? C'est pas parce que je suis né autochtone que je peux changer à noir demain. Non, ça n'arrive pas. Okay? Aucunement est-ce que je peux changer ma couleur de peau. Ça, c'est quelques exemples en général. John Locke, c'était pas méchant ce qu'il disait. Il y a des opérations. Ah, OK, peut-être. Ouais, OK, le soleil peut, genre, changer ta couleur de peau. Mais pour l'environnement, vous allez aussi, encore une fois, changer. OK? Quand vous allez passer au travers du poste secondaire, que ce soit un emploi, que ce soit l'université, le collège, apprentissage, peu importe, vous allez changer d'ici les prochains 3 ou 4 années. Vous n'allez pas être la même personne. Vous n'allez pas avoir les mêmes amis. Vous n'allez pas agir de la même façon. OK? So, l'ardoise vierge, l'environnement, c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, là, mais l'environnement change qui on est. Quand tu as quand un enfant, oui, ça va changer beaucoup qui tu es. Ouais, moi, ma Xbox, elle était parkée après que j'ai commencé l'université, je l'utilisais presque plus. Au secondaire, là, j'étais bien là-dedans. À ce c'est rendu genre c'est un samedi, il est 2 heures, puis j'ai à peu près 1 heure de libre, je vais peut-être jouer un jeu pour 1 heure. Tu sais, c'est genre rendu de même. Bernard de Fontanelle. OK, ça, c'est un Français. Il n'a pas fait extrêmement beaucoup d'écriture ou d'ouvrages. Mais lui, ce qu'il essayait de faire, c'est rendre la science plaisante pour le monde. Pourquoi est-ce que je voudrais rendre la science plaisante pour les gens? OK, l'intérêt des gens. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas beaucoup en 1700? Qu'est-ce que la majorité des gens n'ont pas? Hein, une éducation. So, lui, il disait, si je le rends fun, peut-être le monde va vouloir s'éduquer, vont s'intéresser là-dedans. Puis lui, il disait, la clé de la découverte humaine, c'est que tout le monde soit éduqué. Si tout le monde est éduqué, on n'aura pas de fou qui run notre pays. On va le savoir tout de suite qu'il y a quelque chose de mal avec ce gars-là. Il faut le débarquer de là. Lui, comme les autres, il questionne beaucoup la religion. C'est un déiste, lui aussi.
Et lui dit, hein, les religions, là, comme c'est là, ils ont genre, ils utilisent beaucoup leur pouvoir, pas nécessairement pour le bien. Donc lui, il disait que l'éducation pourrait détrôner un peu les religions. Pierre Bayle, qui est un autre philosophe, Pierre, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une dissertation sur le questionnement de la persécution des groupes ou des gens. C'est essentiellement dans l'histoire. Ça, c'est un historien. Dans l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Comme combien de fois est-ce qu'on a persécuté un tel groupe, une telle secte? Okay? Puis lui, à mesure de le faire, il a commencé à réaliser, wow, tout le monde a fait quelque chose à un point ou à un autre. Les catholiques ont persécuté les protestants ont persécuté les catholiques ont persécuté les musulmans. Si un catholique va dans le Moyen-Orient, les musulmans sont bien fort probables, ils vont le persécuter. So, exactement, l'esclavage qu'il y a eu dans l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. So, lui, il commence à dire, OK, avant de juger quelqu'un par ses croyances, on devrait peut-être être tolérant et réaliser qu'on n'est pas mieux. C'est ça qui est la conclusion de cette dissertation, c'est de dire, juste parce que je suis catholique et j'aime pas les protestants, ça ne veut pas dire que je devrais comme donner un coup de poing au premier protestant que je vois sa vie. Et lui, il disait, on a genre beaucoup de choses en commun, on a fait autant de pire que eux, on a fait du mal autant qu'eux autres, on devrait vraiment être tolérant envers un et l'autre, puis se respecter pour, genre, en tant que race humaine. Ça, c'était une des choses que lui il a mentionné. Un groupe qui est important à noter pour vos évaluations, c'est les philosophes. Ça sonne comme général comme nom, hein? Mais en anglais, on les appelle les philosophes, ou philosophes, whatever. Ils les appellent les philosophes en anglais aussi. C'est pour ça que c'est important, c'est un groupe de Français. Pourquoi est-ce que... Puis là, je vais vous dire, la majorité des philosophes et les découvertes, je dirais 90% vont être en France. Pourquoi ça serait en France? Pourquoi la France serait différente des autres? OK. Quand ils étaient une superpuissance, il y avait le plus de monde. Quoi d'autre qu'il est arrivé avec la France pendant l'ère de l'absolutisme qui les faisait genre... Tout le monde voulait être la France. Right? Tout le monde voulait être français parce que Louis XIV avait comme fait cette atmosphère-là avec le château de Versailles. La société voulait être française. So, c'est pour ça que genre on voyait comme les Français comme oh wow. So, les grands philosophes français étaient là. Et eux, ils vont dominer tout le siècle des Lumières. Okay? Ça va être genre des Français tout partout de ce qu'on voit. En 1775, c'est là que la majorité des éduqués vont appuyer ce qu'ils disent. Ce groupe de philosophes-là, puis c'est tous les philosophes que je vais vous montrer. On va commencer à dire, OK, sais-tu quoi, tous les grands intellects du monde vont dire, ils ont raison, ou leur mentalité n'est pas folle. OK? Qu'est-ce qui est arrivé en 1775? Juste curieux. Historiquement, c'est une année assez importante. Même pas dans l'Occident. Pensez 1775. Il y a un film avec Mel Gibson là-dessus. Il y a un film que Mel Gibson est dedans. OK. C'est sorti dans les débuts 2000. Il y a un jeu d'Assassin's Creed là-dessus. La Révolution américaine a eu lieu en 1775. Bon, ben, en 1775, c'est d'où ce que les États voulaient leur indépendance de l'Europe ou de l'Angleterre. Puis eux, ils ont été en avant du Canada dans la mentalité du siècle des Lumières. Okay? Parce que nous autres, on est encore une colonie anglaise, ce qui veut dire que nous autres, on a été ralentis. Eux autres, aussitôt qui ont découvert ces livres-ci, puis ont commencé à découvrir ça, eux autres, ils ont tout de suite sorti les documents et les législatures qui disaient qu'il y avait le droit à ci, droit à ça, droit à la propriété, droit à la vie, etc. Une des choses qui a aidé la France, c'est que dans le pays, tu as le droit de critiquer quelqu'un. Tu ne te feras pas tuer. So, même s'ils ont un roi absolu comme Louis XIV, qui est là vers le début des 1700, tu ne te feras pas tuer. Tu vas peut-être publier quelque chose que Louis XIV va brûler, mais toi, tu ne seras pas brûlé. Tu peux critiquer en France. Tu as le droit de dire je suis en désaccord avec ce que le roi fait. Puis il n'y a personne qui va
À moins que tu commences à déclarer des choses au sujet du roi, de sa vie privée, peut-être. OK. La dernière personne que je vais parler d'aujourd'hui, avant que je vous donne une petite activité, c'est Voltaire. Vous avez déjà entendu de Voltaire? OK. Son vrai nom, c'est François-Marie Arouet. Je ne sais pas comment il y a eu Voltaire là-dedans. Peut-être si tu dis Marie Arouet, c'est... Non, même pas. So, François-Marie Arouet ou Voltaire, c'était le philosophe du siècle des Lumières. C'était le gars qu'on regardait vers pour dire que c'était le leader de ce groupe-là. OK? Lui a écrit 70 livres. Combien d'entre vous peuvent dire qu'ils ont lu 70 livres? Étienne? 70? Les bandes dessinées comptent pas. Ouais, c'est bon ça. Tu as lu un livre de Harry Potter? Je dois dire que je n'ai pas lu beaucoup de livres de ma vie qui sont pas éducatifs. Oui, ma vie suce. Mais en général, moi, je lisais beaucoup les chars de poule quand j'étais jeune. Vous savez, c'est quoi les chars de poule? R.L. Stein, ouais, Goosebumps en anglais. J'avais comme une collection là, quand j'avais comme 6-7 ans. Là. C'était dans le prime, là. Pas les nouveaux, là, je sais pas trop comment ils appellent. Ouais, il y a des chars de poule qui ont sorti, que c'était des différentes versions qu'R.L. Stein a faites. Puis là, R.L. Stein voulait comme rebooter la série, puis ça tombé à l'eau. La série originale, c'était comme du bon stuff. Là. C'est la télésérie qu'il y avait sur YTV. Ah, c'était pur, hein? Are You Afraid of the Dark? C'était pur. Yeah. Ça, le clown avec la gueule qui bavait, là, ça m'a traumatisé. Je dirais de 8 à 12 ans, je dormais en dessous des couvertes. Là. Ah oui, mon coloc avait peur de lui. OK, so, pour revenir à Voltaire, c'était un déiste. OK, so, encore une fois, ça veut dire quoi, déiste? C'est ça, Dieu n'est pas la raison que tout arrive, mais Dieu existe. Right? So, le monde qui croit dans les horloges, si ça vous aide. OK? Lui dit donc la foi. So, il est déiste, mais il est aussi anti tout ce qui est pas déiste. Okay? So, déiste ne veut pas dire athée. Okay? Trompez-vous pas entre les deux. Athée veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Déiste veut dire qu'il y a un Dieu, mais il n'influence pas notre vie de tous les jours. Lui dit que la foi mène au fanatisme et la foi mène à la mort. Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut dire par ça? OK? Yeah. Ils vont essayer de rendre, ou de dénigrer, c'est le bon terme, là, dénigrer un autre groupe. Mais la foi mène à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça l'est dangereux. Oui. OK. Ouais, lui, ce qui faisait plus spécifiquement référence à, c'est que les guerres qu'il y a eu à cause de la religion. Je réalise, c'est Wikipédia. C'est pas la source la plus fiable au monde. Les croisades, exactement, c'était dans le nom du pape. Là. OK, donc là, je vous donne un exemple de tous les guerres qui ont eu lieu dans toutes les régions qui sont la religion. So, je peux aller de l'an 1 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 1500. OK, so regardons à sur 1000 à 1500, ce sera ici, en Europe, la guerre de la succession de l'Anhut, la guerre des comtes, la guerre regardez donc ça, les guerres de religion en France. Ça, c'est quand il y avait eu de Medici qui avait renié la France après la mort d'Henri II. Ça, c'est toutes les guerres de religion qu'il y a eu en France, entre les protestants et les catholiques, ou les huguenots et les catholiques. Ouais,
économiquement, il était pris, là. Guerre de 30 ans, vous vous rappelez un peu de ça? Quand que quasiment toute l'Europe s'est impliquée. OK, on continue. Regardons ça. On va regarder de l'an 1900 à 2000. Comme c'est nombreux, les guerres pour la religion. Ben, à partir de 2000, guerre de l'Afrique. Le conflit au Mali n'est pas encore terminé. En Amérique, la rébellion haïtienne de 2003-2004, les guerres contre les narcotrafiquants au Mexique, 2006 à... C'est-à-dire que c'est encore en train de se dérouler, c'est la première fois que je l'entends parler. En Europe, en Asie, ok, donc le conflit, euh, c'était pas directement lié à la religion en 2001, mais on pourrait faire le cas que c'était, je ne connais pas la religion de Bin Laden, là, mais on pourrait faire le cas que c'était contre les catholiques. Parce que George Bush était un genre pro-catholique à la lettre, dans le sens de ce qu'il avait même dit que quand ça arrive à l'évolution, on ne sait pas encore qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il ne croit pas dans la théorie de Darwin. Là. OK, OK, M. Bush. Bon, OK. So, ça, c'est juste une des raisons pour laquelle lui était déiste. Voltaire, c'était pour dire regarde combien de guerres qu'il y avait dans ce temps-là. Déjà, on a vu la liste de guerres. C'est tout au nom d'un différent Dieu, d'une différente croyance qu'on faisait ces guerres-là. Une couple de citations importantes à noter. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK, oui. Qu'un autre, il va ajouter quelque chose à ça? C'est essentiellement, il dit, tu peux dire ce que tu veux. OK? Tu peux publier ce que tu veux. Ouais. En autre mot, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, mais là, la question arrive, est-ce que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut? Comme, qui pourrait peut-être pas, on voudrait peut-être pas qu'il parle? Ben, les politiciens, il faut quasiment qu'ils parlent pour qu'ils vendent leur salade. Y a-t-il des groupes que ça devrait pas avoir, comme qu'on on essaie de les empêcher de parler? Je pense aux racistes. Est-ce que, selon lui, il dit qu'ils ont le droit là, de dire ce qu'ils veulent? Ils ont le droit d'être anti quelque culture que tu veux. C'est là d'où il arrive le conflit avec ce que Voltaire dit. Est-ce que vous croyez que n'importe qui devrait dire n'importe quoi de raciste sur la rue? On ne peut pas l'empêcher, c'est vrai. Mais ouais, puis ça va un peu genre à qu'est-ce que Locke il disait. J'ai le droit à la vie, la liberté, la propriété. Liberté se fait pas mal. Elle mange la claque, là, la liberté, quand que je suis victime de racisme. OK? So, c'est pour ça, Voltaire, même aujourd'hui dans le monde de tous les jours, le Ku Klux Klan, est-ce qu'on veut qu'il parle à la télévision? Non. À tout prix, non. On ne veut pas qu'il. Oui, ça c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit. C'est ça. Mais justement, les anglophones qui ne sont pas en faveur des francophones. C'est une autre chose. On veut-tu vraiment. Là, ça frôle, là, ben, ils ont le droit à. Pas, ça l'enfreint de ma liberté de parler ou d'être. OK, ça, c'est l'ignorance. OK, mais selon lui, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me battre pour que tu aies le droit de te dire. Tu te battrais-tu pour qu'un anglophone dise à Étienne, parle en anglais? OK, j'aime que tu dis les morales de la société. OK, il faut commencer. Oui, tu dois dire ce que tu veux, tu dois questionner ce qui se passe dans le monde, que ce soit correct socialement. OK, c'est là la prochaine question que je vais vous poser qu'on ne répondra pas aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est correct socialement? OK, la prochaine chose que Voltaire a dit, c'est il prenait souvent en considération la citation de Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous la connaissez celle-là?
Là, je la connais pas en anglais, là, parce qu'il y en a d'entre vous qui... Je vois qu'Adam, t'es pas certain. Ouais, il y a quelque chose avec l'amour, encore, aimez-vous. Ce que Voltaire, la raison pour laquelle il utilise ça, c'est qu'il dit, tu sais comment l'Église catholique, il recueillait de l'argent, l'Église catholique ont des cérémonies, ils ont des rangs, de la hiérarchie, puis tout, puis on est comme, lui, comme pourquoi? Il dit, j'ai lu la Bible, aucunement dans la Bible est-ce qu'on dit, aimez-vous les uns et les autres. Excuse, aucunement dans la Bible est-ce qu'on dit qu'on doit avoir ceci. Il dit, s'il y a un règlement à suivre, c'est de s'aimer. Si on s'aime, selon la Bible, selon Jésus, si on s'aime, on va être correct. Selon lui, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour aller au paradis. Okay? Puis n'oubliez pas, déiste croit quand même dans Dieu. Oui, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça veut dire. Hein? So, il a dit comme. Ouais. Mhm. Mhm. So, c'est vraiment une bonne citation. Puis lui, il croit dans Dieu. Là. So, c'est pour ça qu'il dit si Dieu n'existait pas, il est en train de dire il existe, là, mais s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Puis c'est comme Étienne a dit, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que Dieu a été inventé? On ne le sait pas. Et on ne le saura jamais. À moins qu'on meure, puis comme j'ai dit l'autre fois, il n'y a pas personne qui est allé et qui est revenu pour nous le dire. Qu'est-ce qui arrive? Ah, tu vas t'inventer un téléporteur pour aller au paradis, Adam? OK. Ben, tu vas aller 2000 ans passer rencontrer Jésus puis demander. Tu vas aller lui serrer la main. OK. Tu me diras c'est quoi son secret handshake. OK? Bon. So, est-ce que vous avez déjà entendu le terme dépotisme? OK. Dépotisme, c'est bien semblable à l'absolutisme. OK. So, lui, il croit dans le dépotisme, ce qui veut dire tu as un leader qui gouverne absolument. Hitler était un leader dépotiste. OK? So, ça veut dire comme il est très strict, c'est comme ça fonctionne, c'est moi qui va runner le show. C'est pas nécessairement héréditaire. C'est pas comme un roi absolu, c'est quelqu'un qui perd la chaîne de la famille. Ouais. Ça peut être élu, ça peut être aussi comme un dictateur, comme je regarde Saddam en Irak, c'est moi au pouvoir, puis voici comment ça va runner. C'est un dépotiste aussi. Fait que là, lui il disait que ce serait genre un roi absolu, mais il faudrait qu'il soit tolérant. Qui a dit que ça prendrait un leader absolu qui est tolérant? Machiavel. Et puis encore une fois, on revoit sa mentalité qui revient à nouveau. Celui dit, tu devrais être quelqu'un qui est bang bang, ok? Si tu fais pas comme je te demande, tu vas mourir. Mais qu'il soit tolérant. Je ne sais pas trop comment tu trouves la ligne entre les deux de je vais te tuer si tu craches sur le pavé, mais je vais respecter ton opinion. Ok? Je ne sais pas si c'est ça l'exemple qu'il donne, mais c'est un petit peu une idée que lui, il n'est pas pour la démocratie. Lui, il disait que la démocratie, ça va. Bon, OK. Soit un leader qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais qui fait le meilleur choix pour un peuple. Yeah, ça marche. La raison pour laquelle lui n'était pas en faveur de la démocratie, c'est qu'il dit c'est que souvent la masse qui va remporter. Puis qu'est-ce qui est le problème quand la masse remporte? Yeah. Ça peut être corrompu. Là. Une majorité remporte toujours, ça l'empêche la minorité d'avoir un mot à dire. Tes intellects et tes éduqués à cette époque-là ne sont pas la majorité. Celui dit comme le monde qui devrait parler ne vont pas avoir un mot à dire. Puis aujourd'hui, on regarde les minorités, les francophones. Nos droits sont protégés selon la Charte des droits. Même si les anglophones feraient un vote majoritaire qu'on abolit la langue française au Canada, ils ne peuvent pas. La Charte des droits dit la langue française, c'est une des langues officielles du Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité fonctionne,
à cause on a des choses comme des constitutions puis des chartes de droit qui protègent la minorité. Okay? On peut faire un vote sur qu'est-ce qu'on va faire sans que ça l'influence une minorité. C'est ça essentiellement qu'on a aujourd'hui.